que je vais vous raconter là est vrai. C'est une histoire qui prend racine dans le Témiscouata, mais qui a vécu à Rivière-du-Loup pendant de nombreuses années. Cette histoire a plus d'un nom. Certains l'appellent Armand Pelletier, mais la plupart d'entre nous la reconnaîtront sous le nom Raisin. Quand on parle de Bas-Saint-Laurent, on encense ses grands espaces, son fleuve, ses vallées, ses montagnes, son vent, son maudit vent. Au dire des gens d'ailleurs, c'est le bonheur qui règne en région, puis c'est la raison pour laquelle ceux qui ont choisi d'y vivre n'en ressortent plus. Ils n'ont pas tellement tort, ceux qui disent ça. Historiquement, Rivière-du-Loup s'est rapidement distinguée des autres villes. Première ville à l'est de Québec à avoir le chemin de fer, les ministres se ruaient ici pour acheter des résidences d'été puis conclure des accords commerciaux avec les États-Unis. On a les deuxièmes plus beaux couchers de soleil au monde après Hawaï, selon le National Geographic. Ça fait qu'on est fiers. Mais quand Rivière-du-Loup a perdu son titre de capitale régionale au profit de sa voisine, la ville de Rimouski, les loups-peur-ivois ont été piqués dans leur orgueil et ont décidé de se reprendre. Autrement, en se dotant de la seule chose que l'école de Robert de Rimouskois aurait jamais la fierté d'avoir, le premier itinérant de la région. Errant sur la rue La Fontaine, M. Raisin, comme on l'appelait, faisait partie du paysage loup-peur-ivois. On pourrait même dire que les citoyens de la ville l'avaient élevé au titre de monument patrimonial. Des histoires sur Raisin, il y en a quelques-unes. Des rumeurs, il y en a encore plus. Il est arrivé à Rivière-du-Loup comme il est disparu, dans le mystère. La première fois que j'ai fait sa rencontre, je m'en souviens très bien. C'était l'été, je dois avoir 5 ou 6 ans. J'attends mon père dans notre Ford Escort bleu 89 qui est stationné devant le Vidéo Plus sur la rue La Fontaine. J'ai une bonne craque d'air dans la fenêtre, puis le char prend soudainement des airs de grande limousine. J'ai de l'air frais, le soleil et la voix mordante de Daniel Saint-Pierre qui m'annonce les prochains hits. Je regarde les gens marcher sur celle que tout le monde appelle la LAF. Quelque chose au loin attire mon attention. Une masse énorme et de couleur terre s'avance lentement tout au loin. Je remarque que le comportement des gens change. Beaucoup l'ignorent, quelques-uns l'évitent. Certains lui lancent des regards troubles puis se retournent dans sa direction après son passage. Ils se pincent le nez. Je vois que quelques personnes changent de trottoir, mais personne semble effrayé. Je remarque que la chose en question est un homme immense. Il porte un long manteau puis un foulard gris en plein été, c'est curieux. Je l'observe puis je me fais discrète. Il avance à pas lourd, très lourd. J'ai l'impression qu'il fait trembler la rue principale. Plus il s'approche, plus les détails m'apparaissent. On dirait une vieille souche d'arbres gigantesques. Ce que j'avais pris pour un foulard est en réalité ses cheveux. Ses mains sont énormes et sales. Est-ce que ça serait un géant? J'ai lu sur eux, puis il semble bien répondre aux caractéristiques que j'ai pu observer. Il est plus grand que tout le monde, puis il a l'air très fort. Je plonge dans mon petit sac à dos où je garde mes livres de bibliothèque, puis je regarde mes images de livres de contes. J'y vois une ressemblance. À son apparence, il doit venir des montagnes ou de la forêt. Il s'approche, puis je regrette de ne pas être assise dans un char d'assaut. À l'idée de me retrouver seule face à un géant, la peur m'envahit. Comme s'il pouvait lire dans mes pensées, comme s'il savait que j'avais reconnu sa vraie nature. Il se retourne vers la voiture de mes parents, me regarde et s'avance. J'ai la chienne. Il faut que papa revienne avant que le géant feuillu me mange tout rond. Je porte mon attention un peu trop longtemps sur le club vidéo, puis quand je retourne vers le géant, je m'aperçois qu'il a disparu. Je défais ma boucle de ceinture qui me retient sur mon siège d'appoint, puis je m'approche de la fenêtre afin d'y voir de plus près. Rien. Étrange. Comment un géant peut disparaître aussi rapidement? Il était de l'autre côté de la voiture il y a quelques instants, mais une odeur forte interrompt mes pensées. C'est si fort que ça me prend au cœur. Je cherche la provenance de l'odeur, puis je constate que le géant est désormais de l'autre côté de la voiture. Le visage à la fenêtre, il me regarde.
Je suis terrorisée devant l'immensité de cet inconnu qui m'observe, mais ce qui me frappe surtout, c'est l'odeur. Ça sent fort la force brute. La craque de la fenêtre qui me procurait de l'air frais quelques instants plus tôt est maintenant mon pire ennemi. Mon jeune nez n'en croit pas ses narines, puis mon cerveau gère difficilement la puanteur qui envahit l'espace. J'en échappe une grimace. L'odeur semble venir du géant, ce qui me laisse croire qu'il s'agit peut-être plutôt d'un ogre. Ceux-mêmes qui mangent les enfants. J'ai peur. Son regard est dur comme l'écorce d'un arbre. Je veux pas que l'ogre géant me mange, mais s'il a vraiment faim, je peux peut-être lui donner autre chose. Dans la poche de mon sac à dos, je saisis la chose qui m'est la plus précieuse. Mes bonbons, mes préférés. J'en prends quelques-uns que je mets au creux de ma main, puis je m'approche de la fenêtre. J'ai peur, mais doucement, je glisse ma petite main par la fente, l'ouvre et dévoile mon butin en espérant qu'il aime vraiment les petites framboises gélatineuses. Doucement, il est saisi. Chacun de ses doigts est de la taille de mon poignet. Son regard change. Il est plus doux, puis il me dit merci. J'ai tellement peur que j'arrive même pas à articuler un remerciement poli. Bouche bée, je le regarde s'éloigner avec ses gros pas lourds. Papa revient, puis je le bombarde aussitôt de questions sur l'ogre. C'est pas un ogre qui me dit, c'est un sans-abri. Un quoi? Je me rappelle pas d'avoir lu ça dans mon livre. Un sans-abri, ça veut dire qu'il n'y a pas de maison. Il vit dehors, dans la rue. Son nom est Raisin. Prise de court par toutes ces nouvelles informations, je me rassois puis je réfléchis. En route vers la maison, mon père me rappelle qu'il n'y a pas d'ogre ni de géant dans le Bas-Saint-Laurent et que nous sommes en sécurité. J'en doute fort, mais à court d'arguments, je me promets d'élucider ce mystère une autre fois. Les années passent et Raisin fait sa place dans mon quotidien et je profite de chaque instant pour l'observer. Été comme hiver, jour comme nuit, on le retrouve toujours sur la lave, fidèle à son poste. Doté du physique de l'emploi, c'est comme si la nature avait doté Raisin des attributs nécessaires pour survivre à chaque saison. Ses cheveux, entremêlés serrés, avaient poussé en croûte en bas de son dos, comme une longue plaque tectonique de laine, parfait comme un foulard les soirs venteux d'hiver. La couche de crasse qu'il recouvrait lui procurait une protection imperméable contre la pluie. L'eau perlait sur sa peau comme dans les publicités de voitures neuves. Son odeur éloignait les mammifères qui voulaient soulager sur lui, et ses discours éloquents de sacre à son auditoire de poubelle éloignaient les petits bums qui se challengeaient à aller l'écœurer. Un seul regard suffisait pour éloigner les gens. L'image du géant terrifiant s'efface teintée par les dires de mes amis d'école et de mon entourage. Par leurs commentaires sur mon géant, ils m'ont amené à vieillir, à devenir pleine de préjugés poches et d'idées préconçues. C'est ça qui arrive quand tu rates ta vie. Ces gens-là, ça veut pas s'aider, puis c'est même pas capable de garder une job. Je te gage qu'il est sous tout le temps. T'as-tu vu comment il est sale? À chaque personne qu'il jugeait haut et fort, il y avait presque toujours quelqu'un de bienveillant qui passait derrière en lui donnant un café ou une coupe de scène. Grâce à Raisin, on m'a introduit au concept d'inégalité sociale et au jugement facile. Mais je me suis renseignée, puis j'ai compris que les gens choisissent pas de vivre dans la rue, que c'est jamais le premier choix qu'on a. Après ça, je me suis mise à ressentir de la pitié pour lui, à le défendre même. De loin, sans jamais lui parler, je l'observais vivre, puis je me demandais s'il y avait des amis, comment il occupait ses journées. J'ai compris que l'habit ne fait pas le moine et que ce qu'on dit sur nous ne nous définit pas complètement. Croyez-moi pas, je l'ai vu philosopher puis parler morale éthique avec des passants. Un jour même, je l'ai vu donner des conseils de vie à des petits bums de Saint-François. Pour lui, c'était important de bien typer dans les cafés. Il défaisait les clichés qu'on avait construits pour lui, puis soudainement, je le voyais plus comme la risée de la société comme on me l'avait appris. Au-delà de l'image du quêteux, je décelais un homme en quête de sens à sa vie. Les années passent et je demande à ma gang d'amis « Connaissez-vous Raisin? » Tout le monde semble le connaître, mais personne ne sait vraiment c'est qui. Mon père dit que c'est un prof qui a tout quitté pour vivre dans la rue. Ma tante travaille dans un CLSC, puis elle dit que
Il a perdu tout ce qu'il avait en jouant des jeux d'argent au casino de Charlevoix. Il paraît même qu'il serait revenu à nage. Ben non, c'est pas ça pantoute. Ma mère connaît quelqu'un qui aurait travaillé avec lui. Apparemment, il était normal jusqu'à temps que sa femme le quitte. OK. Puis, est-ce que vous savez pourquoi il s'appelle Raisin? C'est parce que c'est son fruit préféré. Ben non, maudit cave. Faut être niaiseux rare pour se baptiser soi-même avec un nom de fruit. C'est pas lui qui s'est nommé de même, là, c'est le monde autour. Moi, j'ai entendu dire que les premières années, il traînait toujours une coupe de raisin dans ses poches puis qu'il en mangeait au parc Loupi. Moi, j'ai entendu dire que c'est à cause du film Retour vers le futur 1. Ben, à la fin, quand Marty repart avec la DeLorean dans le futur, il y a un itinérant dans le parc qui dort. Ben, sur le dossier du bas, il y a une publicité puis c'est écrit raisin. J'ai entendu dire qu'un jour, une itinérante a voulu lui faire compétition. Elle serait pas restée longtemps en ville, dit-on. Le King Lalaf a défendu son territoire. Too bad, my lady, mais Raisin était là bien avant toi et son odeur était aussi forte que son caractère. Mais elle, c'était une petite dame tenace. Saine pas saine, elle est là, canette pas canette, elle s'installe. Un soir au conseil de ville, elle aurait été sur l'ordre du jour. Raisin se serait présenté lui-même en rassurant tout le monde. Il va se débarrasser lui-même de sa compétitrice de trottoir. L'histoire dit qu'il l'aurait mise au défi de le battre dans la seule et unique course de chariot d'épicerie de toute l'histoire de la ville. Le départ de la course a eu lieu au Carré du B, en haut de la lave, puis en pleine nuit pour éviter le trafic. Le dernier, arrivé en bas de la côte, n'aura pas d'autre choix que de quitter la ville. Ça fait que, au soir convenu, nos deux quêteux se sont pointés chacun avec leur panier du marché Richelieu. Mais Raisin avait demandé à une gang d'adolescents avec leur tercel puis leur Civic modifié de lui pimper son panier. Ça fait que les petits gars lui ont mis des mags shiny sur son carrosse avec une exhaust en dessous du panier puis des freins à disque sur lesquels il était gravé « Air des Hell ». Il était prêt. On dit que la gueule de la madame est tombée à terre puis qu'elle a déclaré forfait drette en voyant son carrosse. Pendant plus de 20 ans, Raisin a fait de Rivière-du-Loup son territoire, cultivant le mystère et le respect aux yeux des marginaux des environs. Mais c'est dommage de voir comment on peut prendre certaines choses pour acquises, même nos personnes démunies. Parce qu'un jour, alors que personne s'y attendait, Raisin a disparu. Ce jour-là, j'étais au carrefour du cégep avec ma gang de chums. Vous savez pas quoi? Raisin a disparu. Pardon, je fais ni une ni deux, je ramasse mes affaires puis je m'en vais marcher sur la lave. Rendu là, je la descends, puis je constate qu'effectivement, Raisin est absent. Les jours suivants, de nouvelles histoires sont venues alimenter le mystère entourant l'homme de qui tout le monde n'avait que des fragments d'informations. Un ange est venu le sauver. Il est maintenant réintégré dans la société. Est-ce qu'il est vraiment réintégré ou il est arrivé autre chose? Puis pourquoi il a décidé de quitter la rue là? Puis ça serait qui cet ange-là? On entend parler de lui à la radio, au téléjournal local, puis même dans les journaux locaux. Le placoteux de Saint-Pascal lui fait faire les gros titres. Je lis tout ce qui le concerne. Je m'informe, puis je suis prise d'un grand remords. Celui d'avoir jamais osé lui parler. Je découvre son vrai nom, Armand Pelletier. J'apprends qu'il vient du Témiscouata puis qu'il aurait voyagé le Canada de long en large. Je décide d'aller au fond de ce mystère. Je fais aller mes contacts, puis je trouve un homme âgé qui aurait travaillé avec le père de M. Armand à l'ancienne scierie de Cabano dans le temps. Il accepte de me rencontrer, fait que j'emprunte la voiture de mes parents puis je file vers le Témiscouata. Ma petite mademoiselle, c'est tout un sujet que vous avez choisi là pour votre article. Ce que je vais vous conter là, il y a peu de gens qui sont au courant. C'est une histoire qui vient de mon père, que lui-même il a entendu parler de son père, puis ça commence de même. Voyez-vous, quand on a découvert le Nouveau Monde, il y avait déjà des gens ici. Il y avait des hommes. Des Autochtones? Oh oui, des Autochtones, mais pas juste ça. Il y avait aussi des géants. Des géants? J'ai comme un flashback. Je l'écoute avec une attention légendaire. Moi, je les appelle de même. Il y a des gens qui leur donnent d'autres noms. Oh, c'était des méchantes pièces d'hommes. Ils étaient grands, puis forts comme des sapins, mon grand-père disait. C'est eux autres qui ont fait le Québec d'aujourd'hui. Il y en a qui vivaient dans les montagnes, puis d'autres dans les forêts. Puis quand les colons les ont trouvés, ils se sont dit « On va les faire travailler pour nous autres. » Oh,
Nos gros bonhommes puis nos bonnes madames ont fait la job dure en transmettant tout ce qu'ils savaient du bois à leurs enfants, qui l'ont transmis à leurs enfants à leur tour. Comprends-tu? C'était comme les super-héros de ce temps-là. Mais des vrais, là, tu sais. Pas comme les bonhommes en collant que les flots écoutent aujourd'hui. Non, non, ça, c'était des vrais hommes. Ils travaillaient dur, puis ils n'avaient pas fret en hiver. Il y en a qui disent qu'ils parlaient même aux montagnes puis aux forêts. Ils comprenaient même les animaux. Puis eux autres, ma petite fille, ils ont tout défriché puis dévisé les terres. Et qu'est-ce que tu veux? Aujourd'hui, on n'a plus, hein, ils sont tous morts il y a longtemps. Mais il y en a quelques-uns qui ont eu des enfants, Puis de temps en temps, à chaque génération, il y a comme un gène récessif qui ressort. Les hommes forts du Québec comme Louis Cyr puis sa gang, ça vient de là. Je te perds-tu? Non, je pense que ça va. Est-ce que vous êtes en train de dire que M. Armand, c'est un fils d'un géant? Oh, attends une minute, ma petite fille. Wow, minute, tu vas trop vite, là. Moi, ce que je peux te conter, c'est qu'ici, dans le Témis, on a une longue histoire d'amour avec le bois. Si tu penses que t'as vu des hommes forts dans ta vie, t'as pas vu ce que mon père a vu dans les camps de bûcherons puis que moi-même j'ai vu dans la Syrie. Des hommes qui levaient des chevaux, des femmes qui déchoussaient des arbres comme un pet. Quand j'étais jeune, on habitait pas loin de la Syrie. On travaillait là, fait que c'était bien pratique, puis ça fait que de temps en temps, papa il allait watcher pour voir si tout était correct. Une bonne nuit, il y a un cri de mort qui réveille toute la maison. Le cri vient de la Syrie. Ça fait que papa, il se lève pour aller voir, puis j'y vais avec. On arrive là, il fait noir, c'est épouvantable. Puis moi, je suis jeune, j'ai peur des ours, comprends-tu? Ça fait que on arrive là, puis on arrive dans un coin de la Syrie où on accumule bien du brandy. On en fait pas mal, fait que c'est creux pas mal. Puis là, papa, il voit quelque chose dans le fond. Quelqu'un. Il y a comme un petit nid avec un petit bébé dedans. Je dis qu'il est petit, mais il est pas petit pantoute. C'est comme un bébé tout neuf, mais grand comme un flot de 2 ans, avec des racines qui le tiennent dans le fond. Le jour où il s'est déraciné, les hommes l'ont emmené à l'église, puis il y a une famille qui a bien voulu le prendre. Mais à tous les jours, il revenait quand il était flot, puis il se roulait en boule à l'endroit où ce qu'on l'avait trouvé. On devait le ramener chez lui le soir, mais à tous les matins, il était revenu. Après ça, ado, il s'est mis à grandir, puis à pousser comme de la mauvaise herbe, puis à devenir grand comme un sapin. Il y avait des vieux hommes à Syrie qui racontaient des histoires où des hommes puis des femmes avec des carrures de grands chênes qui sortaient une fois par génération pour venir semer une graine en espérant qu'elle germe. C'est de même qu'ils sauveraient leur espèce. Au départ de tout, là, votre Armand, c'était juste une petite graine, pas plus gros qu'un raisin, qu'un géant avait semé dans la Syrie. Un jour, il est sorti de la forêt entourant le lac Témiscouata, puis il serait rendu directement à Rivière-du-Loup. Il est allé là à pied, puis il serait jamais revenu. D'après moi, c'est pas pour rien qu'il est allé s'installer au parc des Chutes, si tu veux mon avis. Il a tout là pour pousser. D'après moi, il attendait juste le bon moment pour retourner chez lui ou prendre racine quelque part. Je suis ressortie de ma rencontre sans réponse claire, avec plus de questions encore. Il a provoqué chez moi ce que Raisin a toujours fait. Il a suscité des réflexions. Ses plus grandes auront été de susciter le changement chez ceux qui prenaient le temps de l'observer, de nouvelles idées chez ceux qui prenaient le temps de l'écouter et déraciner les préjugés chez ceux qui prenaient 3 secondes pour s'ouvrir à lui. Il y a une force qui pousse dans la région. Et si le vent est si fort, c'est peut-être qu'il est soufflé par nos géants cachés dans nos montagnes puis nos forêts. Cette force de bras-là, ce gène récessif de nos ancêtres s'est transmuté dans le cœur puis dans l'esprit de nos habitants. La vraie force, c'est pas celle qui arrache des arbres, c'est celle qui détruit les préjugés, qui déracine les idées gangrénées puis qui en sème de nouvelles. C'est à nous maintenant de redevenir forts, comme ceux qui l'ont été avant nous.